Que se passe-t-il en ce moment en Iran avec cette nouvelle attaque américaine et israélienne? Que se passe-t-il actuellement? Quelle est votre observation jusqu'à présent? Je pense que la plupart des gens, du moins ceux avec qui je parle et j'échange des idées, croyaient qu'il y aurait une attaque, surtout quand nous avons vu les mensonges de la guerre en Irak se répéter. Le vice-président américain affirmant qu'il y avait des signes indiquant que l'Iran développait une arme nucléaire, à peine 8 mois après que le programme nucléaire ait été prétendument anéanti, comme Trump l'avait déclaré des dizaines de fois. Puis Witkoff a également affirmé que l'Iran était à une semaine d'obtenir une arme nucléaire. Et Trump, lors de son discours sur l'état de l'Union, a dit que l'Iran construisait des missiles capables de frapper les États-Unis. C'était exactement le même scénario qu'en Irak en 2003. Le même genre d'absurdité, les mensonges incroyables que seuls les plus crédules pouvaient croire. Donc je pense que les gens commençaient à sentir que c'était inévitable. Et puis, lorsque le ministre omanais des Affaires étrangères s'est rendu aux États-Unis et a annoncé qu'il y avait eu des avancées majeures à la table des négociations, je pense que les gens ont été encore plus convaincus que les États-Unis allaient attaquer, car il n'y avait pas la moindre chance que le régime israélien, le lobby sioniste, la classe Epstein permettent à la paix de s'imposer. La nuit dernière encore, lorsque je parlais avec plusieurs collègues, un consensus s'est dégagé. Une frappe était probablement imminente. Le matin, ils ont frappé alors que les écoles ouvraient. Dans la ville de Minab, 85 filles d'une école primaire ont été tuées, ainsi que leurs enseignantes. Et bien sûr, il pourrait y avoir davantage de morts, car beaucoup ont été grièvement blessés. Des écoliers ont été tués dans différentes régions du pays. Mais cela a poussé le gouvernement à décider de fermer toutes les écoles, comme pendant la guerre de 12 jours, ainsi que toutes les universités. Mon université, l'université de Téhéran, est donc également fermée. Je ne sais pas quel est le plan, si nous aurons des cours en ligne ou non. Mais voilà où en sont les choses. Le gouvernement veut que les gens quittent Téhéran et les grandes villes afin que, lorsque les États-Unis bombarderont, car ils ont bombardé des cibles civiles partout, lorsque les Américains et les Israéliens bombarderont, il y ait moins de victimes civiles. Beaucoup de gens sont donc partis, mais moi je suis à Téhéran. Les magasins sont encore ouverts. Les gens circulent, mais un nombre important est parti. Les forces armées, le gouvernement, les banques et tout le reste fonctionnent normalement. Wow! Ray, vas-y. Toi et moi avons parlé de la guerre qui arrive. Toi et moi pensions que Donald Trump n'irait pas aussi loin. Quelle est ta compréhension de la situation en ce moment? Eh bien, permettez-moi simplement d'ajouter un petit mot à ce qu'a dit le professeur Marandi. Quand on parle du manuel irakien, oui, c'est identique, y compris l'idée que des terroristes recevraient des armes nucléaires ou une sorte d'arme de destruction massive. On associe donc la fabrication d'armes nucléaires ou d'ADM, et ensuite ils sont censés les remettre à des terroristes. Et comme tout le monde le sait, les Russes affirment que l'Iran est le principal soutien des organisations terroristes. Eh bien, tout cela, bien sûr, c'est des balivernes, comme disent les Britanniques. Mais le parallèle entre l'Irak et l'Iran, 2003, faites le calcul, d'accord? Je voulais simplement faire ce commentaire. Maintenant, en ce qui concerne ce que toi et moi espérions, je dirais simplement que ma logique était la suivante. Tout comme lorsqu'une chose semble trop belle pour être vraie, elle ne l'est probablement pas. Ma logique était qu'un événement d'une telle ampleur aurait des conséquences incomparables, comme la fermeture du détroit d'Ormuz, bon sang, et la fin de l'administration Trump, à moins qu'il ne parvienne d'une manière ou d'une autre à l'empêcher par la force.
et qu'il était donc probablement peu susceptible de se produire. Eh bien, cela s'est produit malgré tout. La question est donc maintenant de savoir si nous avions raison de prédire des conséquences catastrophiques. Je vais m'arrêter là, car Stan et le professeur Marandi ont plus de choses à dire que moi à ce stade. Stan, vas-y. Avant que Stan ne prenne la parole, je veux simplement ajouter quelque chose à ce que Raymond vient de dire. Logiquement parlant, dans un monde sain, on imaginerait qu'il n'y aurait pas de guerre, car cela n'a aucun sens. Ce n'est pas une guerre que les États-Unis peuvent gagner. En mettant la morale de côté, le fait que ce soit totalement immoral et mal, même en laissant cela de côté, les États-Unis ne peuvent pas gagner cette guerre. Les Iraniens se préparent depuis 25 ans contre les États-Unis, depuis l'invasion de l'Irak. Donc logiquement parlant, je penserais que oui, si on regarde les choses sous cet angle, il n'aurait pas dû y avoir de guerre. Mais le problème, c'est que la Maison-Blanche est remplie de partisans d'Israël avant tout, qui n'ont ni logique ni raison, sans même parler de morale. Et c'est pour cela que nous en sommes là aujourd'hui. Stan, qui a convaincu Donald Trump. Quel était son état d'esprit en s'opposant à l'Iran? Il avait d'une certaine manière le sentiment qu'il allait gagner cette guerre. C'est pour cela qu'il l'a commencé. Quelle est ta compréhension de cela? Juste une chose, Stas, pas Stan, Stas, Stas. Vous savez d'abord, tout le monde parle du fait que Netanyahou, depuis 30 ans, répète à tout le monde. D'un jour à l'autre, l'Iran va avoir une arme nucléaire. L'Iran, je vais juste le prononcer en russe, sinon j'ai un accent du Sud, l'Iran va avoir une arme nucléaire. Eh bien, j'ai trouvé un article du Jerusalem Post datant de 1986 disant « D'un moment à l'autre, l'Iran va avoir une arme nucléaire. » Ce n'est pas seulement Netanyahou, c'est toute la structure. Et il ment effrontément depuis plus de 40 ans. À ce stade, l'Iran devrait avoir des armes nucléaires sur la Lune s'il les développait vraiment. C'est à quel point c'est absurde. Et ça continue de se répéter. Laver, rincer, répéter, laver, rincer, répéter. Ou savon, rinçage, répétition. Et je pense qu'au moins une grande partie du peuple américain, deux choses se sont produites en Amérique. Premièrement, le taux d'alphabétisation a chuté, bien en dessous du niveau de base. 53% de la population est soit totalement analphabète, soit partiellement alphabétisée. Donc ils s'en moquent parce qu'ils ne savent même pas où se trouve l'Iran, Israël ou qui que ce soit d'autre. L'autre partie de la population est alphabétisée et beaucoup d'entre eux ont fini par s'arrêter et dire « Attendez une minute, 40 ans plus tard, nous dépensons des sommes énormes. Qu'est-ce que nous en retirons ? 40 ans, et il n'y a toujours pas d'armes nucléaires. » Et beaucoup de gens ont été échaudés par l'Irak. Ah, les armes de destruction massive. Je me souviens, oui, j'avais 18 ans quand tout cela a commencé. Je me souviens avoir regardé la télévision. Oh, la guerre et ces méchants Irakiens. Oh, d'un jour à l'autre. Et puis, tu sais, les premières passent, et ensuite, ils ont commencé les bombardements massifs. Et la deuxième vague, ces bombardements sans fin, chaque fois que Clinton ne pouvait pas garder son pénis dans son pantalon, ils allaient bombarder les Irakiens pour détourner l'attention de lui et de son dernier scandale à la une. Allons bombarder l'Irak, encore une fois. Allons tuer encore quelques enfants, ou quelque chose comme ça. Et tu finis par comprendre, tu sais, que tout ça, c'est du n'importe quoi. Je veux dire, c'est pas réel. Ce n'est même pas une illusion. C'est juste, carrément, ils te regardent droit dans les yeux et te mentent. Mais bien sûr, à l'époque, tu ne réalisais pas vraiment à quel point les élites étaient mauvaises. Maintenant, nous avons les élites de la classe Epstein. C'est le seul nom qu'on puisse leur donner. Comme l'a dit Vladimir Vladimirovitch, le bal des vampires. Et ce sont des vampires dans tous les sens du terme. Ils sont cannibales.
littéralement. Je veux dire, ce n'est plus une métaphore, c'est tout à fait littéral et nous le savons. Et c'est cette classe de personnes qui ensuite se retourne et dit « Eh bien, nous voulons que vous vous battiez et que vous vous sacrifiez pour nos profits. » Parce qu'il n'y a aucun terrain moral pour les Américains. Zéro. Aucun. Le prétendu terrain moral américain a été enterré dans un puits profond. Il n'existe pas. Même le mythe de ce terrain moral n'existe plus. Et la plupart des gens, je ne pense pas, y adhèrent, surtout compte tenu de la mauvaise situation économique des États-Unis. La dernière chose qu'ils souhaitent, c'est une nouvelle aventure à l'étranger. Une aventure qui pourrait très facilement détruire ou gravement endommager l'économie américaine. Certes, les États-Unis disposent de suffisamment de pétrole pour tenir, surtout s'ils commencent à puiser dans leurs réserves, du moins pendant un certain temps, sans que les prix ne flambent trop. Mais l'Europe, elle, est fichue. Je veux dire, l'Union européenne obtient non seulement une grande partie de son pétrole via le Golfe, mais le Qatar est aussi le deuxième fournisseur de GNL pour l'Europe. Donc cela passe exactement par les mêmes détroits. De ce point de vue, je ne pense pas qu'il bénéficie du même soutien que Trump. Trump disait « Je vais être un président différent » et il a montré qu'il était effectivement un président différent, aussi mauvais que l'aient été les présidences précédentes. Je dirais que le dernier bon président qu'ont eu les États-Unis, du moins d'après les souvenirs d'enfance, c'était Reagan. Et depuis, ça n'a fait que monter et descendre, mais surtout descendre en spirale. Vous savez, il a prouvé qu'il est un type de président différent de ses prédécesseurs. Les présidents précédents, même s'ils ont fait des choses méprisables et se sont souvent pliés à la volonté de Netanyahou ou du gouvernement israélien, il y avait toujours une limite qu'ils ne franchissaient pas. Ils ont peut-être envahi l'Irak, dépensé 7 000 milliards de dollars là-bas, et ils attaquent à nouveau l'Irak aujourd'hui parce que ce pays leur dit démocratiquement depuis 10 ans de foutre le camp, et ils refusent. Mais ils n'ont pas franchi cette limite. Trump, lui, l'a franchi. Il l'a franchi 2 fois, et cette fois, il l'a franchi complètement. Où cela va-t-il mener? Qui peut le dire? Mais je vous garantis une chose, ces MiG-29, ces Su-35, il y a des pilotes russes à bord. On n'entraîne pas des pilotes en 6 mois. Vous pouvez requalifier des pilotes, mais ils ne sont pas efficaces, car les avions, les plateformes auxquelles ils sont habitués, font que la mémoire musculaire reprend toujours le dessus en situation de stress. Il est bien plus simple de former des pilotes à partir de zéro. Les États-Unis l'ont découvert lorsqu'ils ont essayé de requalifier des pilotes bulgares, roumains et polonais sur les F-16 et les F-18. Cela ne fonctionne pas. Ils restent de seconde catégorie. Il vaut donc mieux repartir de zéro, mais cela prend environ 1 an pour former un pilote compétent. Pour les S-400, il faut 1 an pour former un officier à un système antiaérien moderne de ce type. Et, je veux dire, les mécaniciens et tout le reste, je vous garantis qu'il y a aussi des Russes sur place. Alors, jusqu'où cela va-t-il s'étendre? Je ne sais pas. La Russie est déjà là. La Chine est probablement installée derrière les systèmes radars, avec les satellites sur le terrain, car il faut être présent. Donc, encore une fois, jusqu'où cela va-t-il s'étendre? Oh, ça se propage déjà. Professeur Marandi, je pense que nous devons comprendre quels étaient les principaux objectifs durant les premières heures de cette attaque contre l'Iran. Ils tentaient de mener un assassinat, de la même manière qu'ils l'ont fait pendant la guerre de 12 jours en juin 2025. Quelle est votre opinion à ce sujet? Oui, je pense qu'il est assez clair qu'ils voulaient mener une attaque assez rapidement, similaire, sinon identique, à ce qui s'est passé lors de l'assaut précédent et de la guerre précédente. C'était la même tromperie, car à l'époque, l'Iran négociait avec les États-Unis entre 2 cycles. Pendant le premier cycle, après le premier cycle, si vous vous souvenez,
avant la guerre précédente, Witkoff est passé sur Fox News et a déclaré « Oui, l'Iran peut enrichir à environ 3,6% pour le combustible des réacteurs. » Puis il a déplacé la limite, encore et encore. Entre les 6e et 7e cycles, on a vu cet acte trompeur des États-Unis et du régime israélien lorsqu'ils ont mené une attaque éclair contre l'Iran. Cette fois encore, ils ont fait la même chose. Après les négociations et après des progrès, ils ont mené la même attaque. Je pense que l'objectif était d'éliminer des commandants et des dirigeants. Mais cette fois, l'Iran était bien mieux préparé. Au cours des 8 derniers mois, les hauts responsables iraniens ont été beaucoup plus prudents en matière de sécurité. Leurs équipes de sécurité ont été plus vigilantes et l'État a gouverné différemment d'auparavant. Les forces armées se sont préparées à la fois sur le plan offensif et défensif. Donc je pense que c'était voué à l'échec. Je n'ai pas été surpris que, sauf peut-être 1 ou 2 personnes, ils n'aient pas réussi à tuer leur cible prévue. Mais je suis un peu étonné qu'ils soient surpris par la réponse de l'Iran. L'Iran a déclaré, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans votre émission, que l'Iran allait frapper les régimes du Golfe Persique. Ils accueillent des bases américaines, et ces bases ont été utilisées pour comploter contre l'Iran pendant cette période. Bien sûr, l'Iran va les frapper, et il va également frapper le régime israélien ainsi que les États-Unis. Jusqu'à présent, les Iraniens ont utilisé d'anciens missiles, car c'est la meilleure chose à faire. Ils peuvent attirer le feu anti-aérien et anti-missile, contribuer à épuiser les capacités de défense aérienne et ils ne coûtent presque rien. Ils ont été construits il y a 15 ou 20 ans, une technologie ancienne. Une fois qu'ils auront rempli leur rôle, beaucoup des plus récents pourront passer. Certains d'entre eux sont abattus par des missiles de défense aérienne qui coûtent 100 fois plus cher que le missile lui-même. Ensuite, les véritables missiles peuvent commencer à agir. Donc je pense que tout cela était prévisible. Mais ce que je pense surtout, c'est que la Maison-Blanche n'écoute pas les gens sensés. Les personnes à la Maison-Blanche se sont entourées de partisans d'Israël avant tout, d'idéologues qui croient que l'Amérique peut tout faire. Et s'ils avaient écouté peut-être Ray ou l'un d'entre nous dans votre émission, ou d'autres qui y ont participé, je pense qu'ils se seraient abstenus de mener cette attaque insensée. De toute évidence, ils font du tort à l'Iran. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils bombardent l'Iran, ils détruisent des bâtiments. Ils détruisent des vies, ils mutilent des enfants, ils assassinent des enfants, ils tuent des soldats. Cela va de soi. Mais les dommages infligés aux États-Unis sont bien plus importants. Tous ces pays de l'autre côté du Golfe Persique, ce sont des atouts américains. Aucun d'entre eux n'est indépendant. Tout ce qu'ils possèdent, toute leur richesse, est en réalité une richesse américaine, car ce sont des proxys des États-Unis, du Qatar aux Émirats, du Koweït à Bahreïn, de l'Arabie saoudite à la Jordanie, disons même si la Jordanie n'est pas un pays riche. Mais ce sont des atouts américains. Ainsi, chaque fois que l'Iran frappe Dubaï avec un missile, cela cause des dommages irréversibles aux intérêts américains. Chaque fois que l'Iran frappe le Qatar avec un missile, cela cause des dommages irréversibles aux intérêts américains. Et bien sûr, chaque fois que l'Iran frappe Tel Aviv, il envoie au monde le message que Tel Aviv n'est plus un investissement à long terme. C'est une ville vulnérable. Guerre après guerre, les Iraniens la frappent. Même si les Iraniens ne déclenchent pas les guerres, ils reviennent et la frappent à nouveau. Ils se blessent eux-mêmes. L'Iran souffre, sans aucun doute. Mais l'Iran est un pays soumis à des sanctions et à la pression des États-Unis depuis 47 ans. Nous souffrons, mais nous pouvons supporter la douleur. Et notre culture religieuse nous donne l'avantage d'être plus endurants. En tant que musulmans chiites, l'influence culturelle du petit-fils du prophète, l'imam Hussein,
sa persévérance, sa résistance face aux oppresseurs. C'est quelque chose que vous avez sûrement vu des centaines de fois lorsque vous viviez en Iran. C'est profondément enraciné dans la culture iranienne. Ainsi, les Iraniens possèdent une certaine résilience qui renforce la sophistication de leurs forces armées et de leur technologie. De plus, ces dernières années, les relations russo-iraniennes, russo-irano-chinoises et russo-chinoises ont évolué. Les Américains ont rapproché ces pays les uns des autres. Et bien sûr, l'Iran dispose d'alliés puissants dans la région elle-même, le Yémen et l'Irak. Le Yémen a mené une guerre de 7 semaines contre les États-Unis et Trump a dû se retirer. L'Irak est un vaste pays comptant entre 45 et 47 millions d'habitants. Si la résistance en Irak, au Yémen et en Iran s'unissait, il serait impossible pour les États-Unis de contrôler la région uniquement par la puissance aérienne. Et pour l'instant, tout ce que fait l'Iran, c'est utiliser des missiles et des drones, des modèles anciens. Il n'a pas encore réellement commencé la guerre. Ray, que s'est-il passé dans ces vidéos provenant des États arabes du Golfe Persique? C'était incroyable de voir les gens à Bahreïn. Ils étaient tellement heureux que des missiles iraniens frappent des cibles à l'intérieur de Bahreïn. Et jusqu'à présent, nous avons vu que toutes ces bases américaines dans le Golfe Persique ont été touchées par des missiles iraniens. Annie, vas-y. Quelle est ta compréhension de la situation? Annie, go ahead and your understanding. Oui, eh bien, comme le professeur Marandi vient de le dire, c'était totalement prévisible. Alors, comment l'expliquer? Mon meilleur pari, c'est que nous avons affaire à un narcissique délirant qui s'est entouré de gens portant des casquettes MAGA, Raisin Cain, un général 4 étoiles de l'armée de l'air, sorti de sa retraite parce qu'il portait une casquette MAGA sur son uniforme. Mon Dieu, ce sont des bénis oui-oui. J'allais dire des bénis oui-oui au féminin aussi. Mais les femmes ne comptent pas pour Trump. Sauf comme instrument, d'accord. Donc c'est vraiment dangereux. Et la question que je pose, c'est que la dernière fois, c'était en juin dernier, non? L'Iran, comme l'a expliqué le professeur Marandi, a tout coupé, tout ce vieux matériel. Et le dôme, comment s'appelait-il? Pas le dôme doré cette fois, mais le dôme de fer. Oui, il a échoué. Et les missiles Patriot aussi. Israël était directement frappé par l'Iran. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Israéliens ont dit « Oh, Donald, Donald, pour l'amour de Dieu, fais une pause. » Et il l'a fait. Vous savez, je suis analyste russe, et je dois dire que ce qui m'importe vraiment, c'est la manière dont Poutine va réagir à tout cela. Les Américains se sont montrés totalement hypocrites, totalement rusés, totalement trompeurs, disant « Oh, eh bien, vous savez, nous sommes sur la bonne voie maintenant. Lundi, nous allons nous rencontrer en Turquie. » Alors, Witkoff et Kushner seront-ils encore autorisés à entrer au Kremlin? Je n'en sais rien. Les Russes vont-ils réagir de manière très cinétique, comme on dit? Je ne le pense pas. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que le traité de coopération et de coopération stratégique entre l'Iran et la Russie a pris presque 3 ans à être négocié, si ma mémoire est bonne. Il a été finalisé il y a environ 1 an et demi. Or, je pensais qu'il ne constituait pas un véritable traité de défense mutuelle, parce que les Russes, je connais les Russes, ne vont pas s'engager dans une obligation de défense mutuelle avec l'Iran. Je me suis trompé. Maintenant, le professeur Marandi pourra me corriger là-dessus, mais il s'avère que ce sont les Iraniens qui ne voulaient pas d'un traité de défense mutuelle avec la Russie. D'accord, cela en dit long. Je ne sais pas exactement comment l'interpréter, mais au moment où cela a été conclu, il n'y avait aucune obligation de défense mutuelle, car les Iraniens ne voulaient pas que les Russes s'impliquent à ce point. Alors, que se passe-t-il maintenant? Et je veux laisser suffisamment de temps au professeur Marandi et à Stan ici. Que se passe-t-il maintenant? Eh bien, nous avons l'exemple de ce qui s'est passé en juin de l'année dernière, il n'y a pas si longtemps.
8 mois, n'est-ce pas? D'accord, que s'est-il passé? Lorsque les Russes ont réagi, Peskov, le porte-parole présidentiel, a déclaré que les frappes américaines sur les installations nucléaires n'affecteraient pas la relation bilatérale entre Moscou et Washington. Ce sont des processus indépendants, et c'est ce que Peskov a dit. Le porte-parole du Kremlin a déclaré que le dialogue entre Moscou et Washington dépendait de la possibilité de parvenir à un règlement dans de nombreux autres domaines. Par conséquent, c'est toujours une citation, « Il est peu probable que l'un interfère avec l'autre ». Mon Dieu, j'ai été complètement stupéfait. En d'autres termes, on peut attaquer l'Iran, on peut le bombarder à fond avec Israël, et on va quand même continuer à discuter avec vous. À cette époque, je m'étais convaincu que oui, Poutine est perspicace, il est prudent. Ce qu'il veut éviter, c'est une guerre nucléaire. Bon sang, d'accord? Donc il veut maintenir un dialogue avec les États-Unis, que ce soit à propos de l'Ukraine ou d'autres choses, d'accord? Il pensait peut-être pouvoir prolonger le traité New Start. Il ne le peut plus maintenant. Alors que va-t-il dire cette fois? C'est la grande question. Que va-t-il dire cette fois? Eh bien, je pense, et ce n'est qu'une supposition, d'accord? Je pense qu'il ne se laissera pas provoquer. Je pense qu'il observera et verra ce qui se passe. Et si Israël est, pardonnez le mot, anéanti par l'Iran, la Russie n'aura rien à faire. Tout ce qu'ils auront à dire, c'est « Eh bien, ces types ne sont pas dignes de confiance ». Je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance que je laisse Witkoff et Kushner entrer de nouveau au Kremlin. Mais je pense que la priorité reste, comme cela a été déclaré après les attaques de juin, de maintenir une relation correcte afin qu'il n'y ait pas un risque accru de guerre nucléaire, comme ce fut le cas durant les derniers mois du régime Biden. Merci.